Eh bien, re-bienvenue, de nouveau Nicolas Vitry. Vous attendiez bien sûr Léonard Matou qui animait cette deuxième table ronde sur la thématique de la foodtech. Tout d'abord, je souhaite un très bon rétablissement à Léonard qui a 41 degrés de fièvre dans son lit et voilà, qui nous a abandonnés. Mais guéris-toi si tu nous entends, Léonard, ou si tu nous entends après plus tard en replay. Mais on est tous avec toi et on sait que tu n'as pas le Covid, donc ouf, c'est bien. Donc, reprenons au Quai des Savoirs, donc en direct du Quai des Savoirs à Toulouse, dans cette mêlée numérique. Donc, cette deuxième table ronde après cette première table ronde passionnante sur la Dark Kitchen. Donc, une table ronde qui est sur l'anti-gaspi. Alors, on l'a appelé « Les Français prennent conscience ». Je pense que les millions de Français vont prendre conscience quand je vais leur annoncer un chiffre énorme du gaspille au niveau de notre territoire. Donc, ce chiffre énorme, c'est 10 millions de tonnes. 10 millions de tonnes, c'est le poids annuel du gaspillage alimentaire estimé chaque année en France. Alors les tonnes, on bouge pas des tonnes tous les jours, vous connaissez plutôt les kilos. Donc si je vous dis c'est 10 milliards de kilos, ça commence déjà à faire un petit peu beaucoup plus. Hein. J'aime bien aussi donner un autre truc, c'est vous pratiquez dans vos cuisines en général la louche. Donc c'est, allez soyons fous, 142 milliards de louches. Voilà, je vous l'ai donné à la louche. Donc toutes ces nourritures consommables sont gaspillées. Ça fait donc alors donc je vous ai donné un chiffre. En général, il faut pas donner trop de chiffres. Et ça fait l'équivalent de 150 kilos en fait par habitant et par an. C'est énorme, voilà. Donc c'est un gâchis déconcertant qui a lieu à toutes les étapes en fait, aussi bien de la production à la consommation, en passant par la transformation, la distribution et la restauration. Donc c'est très bien parce qu'aujourd'hui, on a des représentants de chaque étape de ces étapes où on peut gaspiller. Voilà. Donc oui, bien sûr, c'est un scandale aussi bien éthique qu'environnemental et économique. On va voir en fait, donc tout de suite, c'est quoi exactement le gaspillage alimentaire. Tous nos acteurs vont dire où ils sont concernés et où ils essayent d'ailleurs de combattre ce gaspillage. On va voir aussi les enjeux de ce gâchis dont nous sommes tous victimes et responsables aussi. Et puis comment donc lutter efficacement contre. Donc voilà. Donc je suis très fier voilà, de les accueillir. À ma gauche, Quentin de Hector le Collector, Alice Hua de Phoenix, Bernard Cabrol de la Banque Alimentaire, ou des banques alimentaires d'Occitanie, Pierre Géraud du Drive to Nu, et puis Sylvain Gabriel de Bocal en Boucle. Alors maintenant que je les ai présentés, ils vont se présenter et vous dire exactement ce qu'ils font les uns après les autres. On commence ? Oui. Ouais, très bien, bonjour. Donc Quentin, le président d'Hector le Collector. Et nous, chez Hector, on collecte des déchets alimentaires pour les transformer en énergie. Donc on est vraiment au bout de la chaîne. C'est une fois que ces aliments, on ne peut plus rien en faire. On a essayé de les revendre une seconde fois. On a essayé de les donner à des associations. Et donc du coup, ils sont toujours là. Il faut quand même arriver à les éliminer correctement. D'ailleurs, je précise que sur l'événement La Mêlée Numérique au Quai des Savoirs, pendant toute la semaine, Hector le Collector, vous nous accompagnez. Exactement, avec des bacs de recyclage. Tout à fait. Pour toutes les denrées alimentaires. Exactement, qui sont disponibles dans toutes les salles où les gens peuvent se restaurer et donc ainsi mettre leurs déchets dans la bonne poubelle et on va pouvoir les transformer en énergie. Ça, c'est vachement bien. Ça, c'est cool. Alice. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend ou pas ? Ouais. Bonjour à tous. Donc Alice, je suis responsable de zone sud-ouest chez Phoenix. Alors Phoenix, comme tu l'as présenté, nous on agit à tous les niveaux en fait de la chaîne alimentaire, aussi bien de la production, production agricole, production industrielle, distribution et même au niveau des petits commerces. On ne va pas jusqu'au chez les gens encore, peut-être plus tard. Donc nous, l'idée c'est qu'on accompagne les entreprises vers le zéro déchet par plusieurs solutions.
La première solution depuis le départ, c'est de les accompagner sur le don aux associations. Donc on travaille avec les banques alimentaires évidemment, mais pas que. Et après, au fur et à mesure des années, ça fait depuis 2014 qu'on existe, on a développé d'autres services. On accompagne les entreprises aussi bien sur la vente en date courte, via l'application, mais pas que, aussi en magasin, via l'alimentation animale. On accompagne les entreprises, savoir comment trouver des récepteurs qui viennent chercher la marchandise qui ne peut pas être donnée à des associations. Et on a aussi d'autres petits outils qui leur permettent aussi de mieux voir en amont les périmés, par exemple. Donc agir sur le gaspillage même en amont dans le magasin. Donc voilà pour faire très rapidement. Merci beaucoup Alice. Bernard. Oui, bonjour. Alors, président des banques alimentaires d'Occitanie, c'est la coordination des 10 banques alimentaires qui œuvrent en Occitanie et qui couvrent les 13 départements qui constituent l'Occitanie. Alors, la banque alimentaire, son ADN, c'est effectivement éviter le gaspillage. Elle a été créée en 1984 sur ce concept. Et c'est vrai que c'est l'association qui récupère le plus de denrées pour éviter leur destruction, puisqu'on ramasse plus de 50% de l'ensemble des récupérations qui sont faites sur notre territoire. Alors, par rapport aux chiffres qu'a donné Nicolas du gaspillage alimentaire, qui est énorme, il faut savoir que la plus grosse part du gaspillage alimentaire, c'est les ménages qui le gaspillent. La banque alimentaire sur le territoire français récupère et sauve de la destruction chaque année 75 000 tonnes de denrées qui sont tout à fait et parfaitement consommables et qui sont redistribuées à tous les bénéficiaires de nos associations adhérentes. Voilà un peu pour schématiser la banque alimentaire sur le gaspillage. Merci Bernard. Pierre ? Oui, bonjour à toutes et tous. Moi, c'est Pierre Géroliria. Je suis un des 2 cofondateurs du Drive Tout Nu. Le Drive Tout Nu, c'est un supermarché en drive, 0 déchet et 100% responsable. Alors, comment ça marche ? Vous faites vos courses sur ledrivetonu.com et ensuite, vous venez récupérer votre commande au drive, au créneau horaire choisi et vous allez récupérer votre commande qui est déjà toute conditionnée dans des emballages réutilisables, c'est-à-dire soit des bocaux en verre, soit des sacs en toile. Lors d'une prochaine commande, lorsque vous revenez au drive, vous nous déposez les bocaux vides et les sacs vides que nous, on s'occupe de pasteuriser, de remettre dans le circuit. Alors forcément, comme tout participant à la distribution, on fait face à des risques de perte et des risques de gaspillage alimentaire. Alors pour éviter ça, nous, on a une rubrique anti-gaspi que vous pouvez voir sur le ledrivetonu.com dans laquelle on a 3 catégories. On a la catégorie des fatigués, donc par exemple les fruits et légumes qui sont un peu flétris, un peu ramollis, on va quand même les vendre à prix cassé dans cette catégorie fatiguée. On a la catégorie dates courtes, lorsqu'on arrive à des dates qui font qu'en fait ça devient problématique de vendre par exemple un yaourt avec moins de 6 jours de DLC ou de DDM, on va le proposer en date courte, donc aussi à prix cassé. Et enfin, on a ce qu'on appelle les prolongés. Et donc les prolongés, c'est lorsqu'on va vendre des produits qui ont des DDM dépassés, puisque la législation autorise en fait de vendre des produits qui ont une DDM et pas une DLC, c'est très important, qui est dépassée. Et donc là, pour le coup, on fait carrément 50% de remise sur ces produits-là. Et ça va du riz à certains fromages, des gâteaux, etc. quoi. DLC, DDM, Pierre. Alors, DDM, c'est date de durée minimale, donc c'est le producteur ou le transformateur qui s'engage en vous disant que le produit, si vous le consommez jusque-là, vous êtes sûr qu'il est bon, et au-delà, il ne s'engage pas vraiment, mais il est consommable, mais il risque de perdre peut-être sa couleur, un peu de texture, etc. Et DLC, c'est date limite de consommation, donc c'est surtout pour les produits d'origine animale, et en fait, c'est une limite où, au-delà de ça, la sécurité sanitaire est plus assurée, donc on conseille de ne pas le manger, et donc nous, on a l'interdiction formelle de le vendre. Voilà. Merci beaucoup pour ces 2 précisions. Sylvain ? Bonjour, donc moi c'est Sylvain Gabriel, je suis le cofondateur de Bocal en Boucle. Nous, notre activité, c'est faire des salades composées et des plats préparés qui sont conditionnés dans des bocaux en verre que nous récupérons puisqu'ils sont consignés et conditionnés sous vide. Donc on fait pas de pasteurisation et pas de stérilisation, donc on est sur du produit frais. ADLC, comme expliquait mon voisin de droite, ADLC dite courte, c'est-à-dire qu'on va avoir 8 jours de DLC. Donc on est sur du produit frais. Et nous distribuons nos produits soit dans des magasins type Biocoop ou des magasins spécialisés comme le Drive Tout Nu, ou principalement directement dans les entreprises avec des frigos connectés ou alors en livraison directe.
Voilà. Et la particularité de Bocal en boucle, donc, c'est que nos recettes changent tout le temps. On travaille en bio et en local, donc on est obligé de suivre la saisonnalité des produits. Et de deux, comme on a des clients qui sont réguliers dans les entreprises, on est obligé de changer nos recettes. Donc chaque semaine, on produit 4 recettes et la semaine suivante, on en change 3. Donc on a une très grosse rotation au niveau des recettes. Et ça nous amène des problématiques dont on va parler tout à l'heure. Pour ceux qui sont en présentiel au Quai des Savoirs à Toulouse toute cette semaine, eh bien, vous pourrez admirer le magnifique frigo connecté que nous avons dans l'espace de convivialité. Effectivement, on se régale chaque semaine de ces variétés de salades, de petits plats, de desserts, et qui sont toujours variés et délicieux aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet maintenant que vous vous êtes présenté. Dites-nous qu'est-ce que vous faites parce qu'on a vraiment, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment toute la chaîne ici, aussi bien celui qui va préparer des plats ou celui qui va distribuer des denrées alimentaires, mais aussi ceux qui vont effectivement récupérer ou redistribuer en fin de vie du produit. Je vais peut-être commencer par Bernard, qui récupère. Alors, vous avez dit, Bernard, je ne sais plus combien de. 75 000 tonnes sur la France, oui. Ah, sur la France entière, oui. Voilà. Alors, donc, et qu'est-ce que vous rencontrez en fait et qu'est-ce que vous avez mis aussi en place, peut-être au niveau, puisque nous sommes dans la mêlée numérique dans cette semaine de l'innovation et du numérique, qu'est-ce que vous avez mis en place comme outil à la banque alimentaire ? Alors, traditionnellement, nous, la récupération des denrées que l'on fait, c'est dans les grandes surfaces. Le matin, il y a les fourgons de la banque alimentaire qui partent, qui vont faire la tournée des magasins qui veulent bien nous donner les surplus, et on ramène tout ça à la banque alimentaire. On trie parce qu'il y a quand même du déchet. Donc, on va voir qu'on a aussi une problématique de gestion et de traitement des déchets. Mais ce n'était pas suffisant parce qu'on sait qu'au niveau national, il y a pas mal d'industries agroalimentaires, il y a des retraits d'État de légumes, il y a des grosses productions agricoles qui sont en surplus. Et ça, c'est localisé sur telle ou telle partie de la France, alors que d'autres régions n'en ont pas. Donc, on a mis en place une base Internet sur laquelle à la fois les banques alimentaires qui ont de gros surplus, mais aussi les industries agroalimentaires, les grands donateurs, peuvent mettre les palettes disponibles sur cette base. Et à ce moment-là, les banques alimentaires, l'ensemble des banques alimentaires de France se positionnent. Bon, après, on a aussi des répartiteurs qui font des tris et des arbitrages, parce que des fois, il y a 30 palettes disponibles, plus de 240 palettes demandées, donc il faut quand même arriver à répartir. Donc, ce produit qu'on appelle ClickDon est installé dans toutes les banques alimentaires de France, et depuis sa mise en place en 2019, a vraiment produit de gros volumes. Et puis après, il y avait une frange aussi qu'on n'arrivait pas à toucher, c'est les plus petits commerces, les supérettes ou les commerces dans les zones rurales où c'est un peu compliqué pour une banque alimentaire centralisée d'aller récupérer des produits. Donc, on a conçu un nouvel outil qui permet à chacun des commerçants adhérents de dire, moi, aujourd'hui, j'ai 3 cajots de tomates, j'ai 2 cajots de salade, j'ai un cajot de yaourt. Et dès qu'il met ceci sur cette plateforme Internet, à ce moment-là, les associations les plus proches reçoivent un message en disant « Voilà, il y a ça de disponible, est-ce que vous prenez ?» Si l'association retient, elle vient directement chercher ça chez le commerçant, et voilà comment on arrive à récupérer de plus en plus de denrées dans ces petites surfaces. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de ClickDon. Maintenant, celui-là, on l'appelait Proxydon. C'est toujours basé sur le don. Et c'est un produit qui s'installe progressivement dans toutes les banques alimentaires et qui a de très bons résultats. Alors, nous, on est
très axé sur le don, bien sûr, puisque pour nous, l'engagement, le gaspillage alimentaire, il faut que ça soit associé à la solidarité pour que ça reste quelque chose de durable. Si on veut construire quelque chose de durable, mais pour nous, il faut que ça soit inscrit dans une chaîne de solidarité. Bon, c'est vrai que pour le moment, on a de bons résultats sur ces deux produits. Bon, mais il faut toujours être attentif parce qu'effectivement, nous, on travaille beaucoup avec la grande distribution et vous le savez, la grande distribution évolue très rapidement, adapte ses méthodes. Un jour, elle va démarquer tous ses produits pour les vendre à prix cassé. Enfin, bon, on est obligé de suivre toute cette évolution des grandes surfaces. On travaille beaucoup avec les grandes surfaces. Donc grande surface et particulier aussi. Alors, grande surface et de plus en plus maintenant des petites des surfaces alimentaires, disons. Tout ce qui est commerce alimentaire, mais aussi des petits producteurs agricoles. De plus en plus, on a des conventions avec des coopératives, mais aussi avec des producteurs agricoles qui, chaque semaine, disent ben voilà, moi j'ai 10 cajots de tomates, 3 cajots de salade, est-ce que ça vous intéresse? Bien sûr, on les prend. C'est des produits frais, c'est des produits parfaits, et ça nous permet d'améliorer quelque chose qu'on suit de près aussi avec. C'est la répartition nutritionnelle, hein, puisque ça aussi, ça fait partie de notre suivi et de notre projet. Alors, on verra justement avec la table ronde suivante où on va recevoir notamment Arteris et on pourra effectivement leur poser la question sur ces dons qu'ils vous font et qu'ils peuvent faire et voilà, ou des surplus. Voilà. Pierre, au drive tout nu. Alors, j'ai failli dire tout à l'heure, oui, mais vous n'êtes pas tout nu, etc. Non. Donc, ce n'est pas du tout un drive pour nudistes, voilà. Quels sont... Et d'ailleurs, quel drôle de nom, d'ailleurs, oui, j'aurais dû vous poser la question au début. Pourquoi vous avez appelé ça le drive tout nu ? Alors, si vous voulez toute l'histoire, ça serait un peu long, oui, mais pour faire très simple, en fait, à la base, moi, je voulais l'appeler le drive responsable. Et lorsqu'on avait complété des candidatures pour intégrer des incubateurs avec Salomé, et donc j'avais dit, tu peux relire ma candidature? Et elle me dit, franchement, elle est super. Par contre, le drive responsable, je suis désolé, mais j'ai envie d'aller dormir quand je vois le nom, quoi. Et donc, elle commence à me dire, qu'est-ce que tu veux dire? En fait, c'est quoi qu'est-ce que tu veux dire sur ton projet? Je dis, c'est responsable. C'est des produits locaux, c'est des super produits, il n'y a pas d'emballage jetable, etc. Elle dit, ouais, mais c'est chiant. Dis-moi, c'est quoi le cœur du projet? Et puis, de fil en aiguille, on est venu à dire, ben voilà, ils sont tout nus les produits, c'est le drive tout nu quoi. Voilà, là tu tiens un truc. Et donc on avait mis ça. Bon, à l'époque on n'avait pas du tout été retenu pour la petite histoire. On avait essayé de créer le drive tout nu une première fois en 2012. Il n'y avait même pas d'épicerie zéro déchet en France, donc on était un peu en avance. Donc démarcher les incubateurs et les banques à ce moment-là, on avait été pris un peu pour des illuminés, ce qu'on est peut-être d'ailleurs, mais bon, ça passe mieux une fois qu'il y en a d'autres qui ont ouvert la voie avec des épiceries zéro déchet. Et en fait, ce qui avait été intéressant sur le nom, c'est que quand on avait demandé du feedback aux incubateurs, pourquoi ils nous avaient pas retenus, ils se rappelaient tous très bien du nom. Et on s'était dit, tiens, c'est cool parce que au moins il y a une marque, il y a quelque chose qui fait qu'on se souvient de nous et c'est déjà ça, quoi. Et donc on l'a gardé et aujourd'hui encore, on en est bien content. En tout cas, bravo, parce que c'est vrai qu'on retient. Donc, que faites-vous dans la distribution de vos produits et quel outil aussi pour gérer cet anti-gaspillage ou le gaspillage, pardon. Alors nous, on a la chance d'être dans le concept du drive to nu. Il y a l'aspect local, il y a l'aspect zéro déchet qui est l'aspect principal, mais il y a aussi à équivalent, en tout cas dans la manière dont on source nos produits, l'aspect local des produits et des producteurs et l'aspect qualitatif. Et donc l'aspect local, ça a beaucoup d'importance parce qu'en fait, ça nous permet d'être très agile et d'être livré assez régulièrement. Donc on stocke très peu au final au drive to nu, ce qui fait qu'on a peu de produits qui s'accumulent dans la chambre froide et qui finissent. Je parle surtout du frais ici parce que
c'est ça le plus sensible sur le sec. Il y a très peu de pertes. Mais sur le frais, en fait, on stocke pour moins d'une semaine, ce qui fait qu'on limite de fait le gaspillage alimentaire. Et lorsqu'on en a, donc j'en parlais un petit peu avant, on a cette rubrique anti-gaspi qu'on a un peu inventé un beau jour où on a un de nos producteurs de potimarron, pour la petite histoire, qui nous a appelé, qui a dit: je suis désolé, mes potimarrons que je dois vous livrer demain, ils sont piqués. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous les livre et puis vous vendez ce que vous pouvez et puis je vous facturerai ce que vous arrivez à vendre. Et donc on a dit OK, et puis on s'est dit: mais qu'est-ce qu'on va faire de ces potimarrons? Les gens, ils peuvent pas payer plein pot un potimarron piqué. Piqué, ça veut dire qu'il y a des petits points noirs sur le potimarron. Et donc on a créé cette rubrique anti-gaspi sur le site internet. L'avantage d'internet, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut en 2 secondes. Et c'est parti en 48 heures. Alors qu'il y avait, je sais pas, 2 tonnes de potimarron. Et on s'est dit, mais là, on tient un truc. Donc, du coup, on s'est mis à adopter cette rubrique anti-gaspi de façon pérenne et à l'alimenter. En fait, dès qu'on avait des dates courtes, des produits fatigués et des dépassés, ça c'est plus récent, mais on fait des prolongés, on les mettait sur cette rubrique et ça partait très vite. D'ailleurs, quand on suit un petit peu l'activité de nos clients sur le site du Drive Tout Nu, la première rubrique dans laquelle ils vont, c'est fruits et légumes. OK, jusque-là, rien de très surprenant. Mais la deuxième, sur toutes les catégories, c'est anti-gaspi. Et franchement, c'est des super produits qui sont peut-être un peu flétris, un peu piqués, mais qui sont aussi bons que les autres, quoi. Donc voilà, ça permet d'acheter des super produits à prix diminué. Merci beaucoup. Alors, du coup, on a quand même des pertes au final, et donc ça, on le valorise dans du compost. On travaille avec Récup Occitanie. No offense du coup. Du coup, l'avantage de Récup Occitanie, c'est que c'est du bokashi, donc c'est fermé, et donc ça permet d'éviter d'avoir les odeurs qui font qu'en fait ça peut attirer des ravageurs, ce qui est ma grande crainte. Je veux pas de bestioles dans les drives. Donc du coup, on utilise le procédé bokashi, qui sont des composts en milieu anaérobie, c'est-à-dire sans air, et donc dans dans une boîte fermée, quoi. Très instructif, ça. Sylvain, chez Bocal en Boucle, qu'est-ce que vous avez mis en place comme outil anti-gaspi, on va dire directement comme ça? Alors nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans la production. Et donc dans la production, on peut avoir plusieurs sources de gaspillage. La première déjà, c'est les déchets que nous produisons, puisqu'on travaille avec des produits, comme j'ai dit tout à l'heure, locaux et bio. Donc on transforme nos produits. Donc on va peler nos légumes, les laver, les peler, les tailler. Donc forcément, on va générer des déchets dits verts. Et donc la première solution qu'on a trouvée, c'est de travailler avec nos amis d'Hector, puisqu'ils passent 1 fois par semaine récupérer nos déchets pour le biogaz. Donc voilà, donc ça c'est la première étape. Ensuite, là où on peut avoir également du gaspillage, après c'est dans tout le stock. Et ça c'était une réelle problématique, puisque faut que je vous explique un petit peu le fonctionnement de Bocal en Boucle. Bocal en Boucle, on n'est pas un restaurant, on n'est pas un industriel, on n'est pas un traiteur, on est un petit peu tout ça à la fois, on est un petit peu au milieu de tout ça. C'est-à-dire qu'un industriel, lui, va avoir des recettes qui sont, on va dire, figées, et il va avoir des productions de très grosses quantités. Donc lorsqu'il va passer des commandes, ça va être toujours les mêmes produits, et ça va être extrêmement maîtrisé. Un restaurateur va faire des productions beaucoup plus petites, c'est ce qu'on appelle des services. Et il va avoir une carte qui généralement est figée sur un trimestre. Donc il peut se permettre de commander un petit peu plus, parce que ce qu'il ne va pas consommer pour le service du jour, il va le passer au service du lendemain. Même chose d'ailleurs lorsqu'il fait ce qu'on appelle la mise en place, c'est-à-dire ses préparations, ses taillages de légumes, ses préparations pour le coup de feu. S'il ne l'utilise pas sur ce service-là, il l'utilisera sur le service du lendemain. Mais nous, malheureusement, on ne peut pas. Parce que nous, nos recettes et d'une changent tout le temps. Donc nos approvisionnements changent tout le temps. Un légume que je vais utiliser une semaine, je suis pas forcé. Je ne vais pas forcément en avoir besoin sur la semaine suivante. Et un légume que j'aurais préparé, que j'aurais commencé à tailler et que je ne vais pas mettre en bocal, malheureusement, je ne peux rien en faire, parce que je suis soumis à une DLC. Et donc, je ne peux pas le mettre sur la production suivante, sinon je fausserais mes DLC. Donc, quand on a commencé à réfléchir un petit peu à Bocal en Boucle et comment articuler le projet, on s'est rendu compte que si on faisait rien, on allait générer énormément de gaspillage et énormément de coûts, parce que qui dit gaspillage, généralement dit coût derrière.
Et donc, on a commencé à monter des fichiers Excel avec des macros dans lesquels on a rentré nos recettes. Et après, on créait des lots de production et où on disait, voilà, je veux aujourd'hui, on va fabriquer 60 recettes salade poulet, 60 recettes de tagine, 60 recettes d'autres choses. Et le logiciel me sortait une liste d'approvisionnement que chez nous, on appelle une liste de courses. Et ça, c'est très important parce que au début, quand on a commencé à travailler le projet, tous les chefs qui sont passés chez nous, ben, ils fonctionnent un petit peu à l'instinct, c'est-à-dire que souvent ou par expérience. C'est-à-dire l'éditeur va faire 60 bocals de riz au poulet. Ben, lui, il fait bon, alors attends, il va me falloir 10 kilos de riz. Ouais, je vais en mettre 11. Je suis tranquille, je vais passer ma prod. Ben, sauf que ça, c'est perdu. Donc, c'est vrai que ce qu'on a mis en place, ben, ça va lui dire ben non, tu vas utiliser 9,4 kilos de riz. Pas plus, pas moins. Et ça a été la première couche. Ça a fonctionné effectivement sur des fichiers Excel avec des macros. Sauf qu'on s'est heurté aussi à d'autres problématiques. Comme je le disais, on est sur des bocaux en verre. Alors, on n'est ni stérilisé ni pasteurisé, mais on est sous vide. Donc, c'est des bocaux fermés. Et qui dit un contenant, on va dire, scellé, dit étiquetage. Et ça, c'est les réglementations qui l'imposent. Et donc, un étiquetage, c'est une composition du produit, c'est des valeurs nutritionnelles, un code barre, une DLC, un numéro de lot. Or, imaginez un restaurant qui toutes les semaines change sa carte et toutes les semaines doit se refaire des calculs de valeurs nutritionnelles pour les étiquetages. C'est infaisable. Au début du projet, on y a passé des nuits. Et donc, notre petit fichier Excel avec des macros, à un moment donné, il arrivait un petit peu au bout de ce qu'il pouvait faire, et puis moi aussi d'ailleurs. Et donc, on a travaillé avec un ami à nous qui avait des compétences de développeur et on s'est créé notre propre logiciel de production qui intégrait ces problématiques-là. Et donc, aujourd'hui, on a dans notre base de données à peu près un peu plus de 80 recettes. Et le logiciel me donne mon étiquette. Et donc, le jour où je fais mes productions, je fais mes étiquettes. Et pourquoi j'en viens là ? Tout simplement parce que malgré le fait qu'on essaye que notre logiciel nous donne une liste de courses, et que donc on est au plus précis dans nos approvisionnements, entre le moment où je vais passer mes approvisionnements et le moment où je vais faire ma production, il peut y avoir des commandes qui se sont annulées. Donc je peux avoir des produits que j'ai commandés qui vont être en trop. On est aussi, ça on l'a pas dit, on est sur ce qu'on appelle le marché gare, donc ça s'appelle un marché de gros. Donc des fois, c'est pas forcément évident de toujours commander au détail, on fait au plus juste. Et donc il peut me rester à la fin de la semaine des produits que je vais pas forcément utiliser sur la production suivante. Et ça, effectivement, sur un industriel, là, lui, il va être coincé. Parce qu'il ne va pas pouvoir intégrer ses produits dans ses recettes. Nous, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que mes recettes, on va réfléchir en cuisine. On va dire, bon, ben voilà, ces carottes, là, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Est-ce qu'on ne peut pas les intégrer dans telle recette ? OK, on les intègre, je modifie ma recette, mon étiquette, le logiciel me la donne, je modifie mon étiquette. Et c'est parti. Et donc voilà en gros comment on a appréhendé ce sujet du gaspillage à Bocal en Boucle, qui n'est pas qu'un sujet de gaspillage, c'est aussi un sujet économique. Puisque généralement, d'ailleurs, tout ce qui est gaspillé, généralement, c'est des coûts derrière. Donc voilà ce qu'on a mis en place à Bocal en Boucle. Merci beaucoup. Le vieux fichier Excel, on est tous passés par là. Et même chez des gros constructeurs d'avions à Toulouse, on utilise aussi ce fichier Excel. Mais c'est très bien d'avoir professionnalisé ça et d'avoir mis en place un outil, donc peut-être transposable, ou il est vraiment maison et il n'est pas transposable? On n'a pas trouvé d'équivalent. Il existe effectivement des logiciels d'aide à la production pour les industriels, pour les restaurateurs, mais on n'a pas trouvé quelque chose qui collait vraiment à notre activité. Donc c'est pour ça qu'on se l'est créé. Pour information, ça a été quand même pas forcément le développement du logiciel en soi, mais c'est toute la base de données qu'il y a derrière. On a passé 2 ans à faire des tests pour savoir une carotte brute, une fois que je l'ai pelée, combien elle me fait de grammes, et puis une fois que je l'ai cuite, combien elle me fait de grammes. Parce que c'est ça qui est important à comprendre, c'est que dans un bocal, pour calculer des valeurs nutritionnelles, des carottes râpées, ça n'a pas les mêmes valeurs nutritionnelles que des carottes coupées en rondelles cuites. C'est pas les mêmes valeurs. Donc on est obligé de dire au logiciel, dans mon bocal, je mets tant de grammes de carottes rondelles cuites à la vapeur. Et c'est là, par toutes les expériences qu'on a fait, que le logiciel sait me dire, OK, pas de souci, tu prends 30 kilos de carottes brutes.
Voilà. Et ça fonctionne également avec le riz. Quand on dit, nous, on travaille pas en riz sec. Quand je fais une recette, je dis, je mets tant de grammes de riz cuit. Et le logiciel, il me dit, ça te fait tant de riz brut. Voilà. Donc, c'est quand même très spécifique à notre activité. Et puis, c'est aussi notre petit trésor. Parce que on est quasiment, je pense, les seuls à fonctionner comme ça en France. Et c'est vraiment grâce à ça. Si on n'avait pas cet outil-là, on ne pourrait pas. Donc aujourd'hui, c'est notre petit trésor. On va continuer à le développer. J'espère que nous aussi, on va continuer à se développer. Et une fois qu'on sera un peu plus assis, on va dire, éventuellement, on s'autorisera à transposer. Mais pour l'instant, non. J'imagine bocal en boucle, en franchise, ou une diversification logicielle. Pendant la première table ronde, on a vu qu'il y a des ingénieurs de développement logiciel qui se sont diversifiés dans la dark kitchen. Ben voilà, on peut imaginer plein de choses. Alors tout à l'heure, Sylvain a parlé d'optimiser effectivement les épluchures et de les j'allais dire, passer, comme on dirait au débit, faire une passe à Hector, le collector. Alors Hector le collector, ça c'est un nom extraordinaire. C'est comme le drive to do, ça se retient vraiment tout de suite. Qu'est-ce que vous avez mis en place donc on a compris ce que vous avez mis en place, bien sûr, pour récolter toutes ces denrées alimentaires, pour les composter. Et est-ce que vous avez mis en place des outils numériques, digitaux? C'est quoi votre innovation en fait? Ouais, bien sûr. Effectivement, nous, on collecte des déchets, mais à la différence, il y a plusieurs modes de traitement pour les déchets alimentaires. Il y a ceux qui sont non préconisés, et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour éviter que ces déchets finissent soit en incinération, soit en enfouissement, parce que c'est des techniques qui ne sont pas du tout optimisées pour ce type de déchets, notamment l'incinération, parce que les déchets alimentaires sont principalement composés d'eau, et du coup il y a des grosses problématiques au niveau des incinérateurs pour arriver à faire brûler de l'eau. Vous comprenez assez simplement, je pense. Et donc du coup, voilà, donc nous on a fait le choix pas du compost, qui est effectivement une technique. Il y a les bokashi dont parlait Pierre. Et je ne suis pas vexé, ne t'inquiète pas. Et nous, on a effectivement choisi ce qu'on appelle la méthanisation, qui pourrait être traduit par fabrique à méthane. Et en gros, voilà, c'est des déchets qui vont fermenter dans des cuves hermétiques à température et qui vont du coup libérer du méthane et qui va du coup être récupéré et qui peut être réinjecté dans le réseau français, parce que le méthane, c'est le gaz qu'on a en bouteille, qu'on a en plaque de cuisson, qu'on a en chaudière. Enfin, c'est le gaz qu'on utilise en France. Donc voilà la différence qu'on peut avoir là sur les modes de traitement. Et après, au niveau des innovations techniques chez Hector, tout simplement, le milieu de la collecte de déchets est extrêmement réglementé. Donc il y a des process à suivre, et en fait on y a mis une bonne dose de numérique pour gagner du temps, pour optimiser la traçabilité, parce qu'en fait il est nécessaire de savoir à quel moment j'ai pris tel petit de déchets, où est-ce que je les ai amenés, et qu'on doit suivre tout ça, tout l'acheminement jusqu'au centre de traitement. C'est pour éviter tout simplement des problèmes au niveau des contaminations de bactéries, des pandémies, des choses comme ça, des sujets qu'on connaît un petit peu actuellement en ce moment, et qui pourraient donc qui pourraient provenir d'une mauvaise gestion de ces déchets-là. Donc c'est important d'avoir mis en place des outils qui font gagner du temps et qui permettent d'être surtout irréprochables sur ce suivi-là, quoi. Donc ça, c'est des outils qui sont en interne et qui nous permettent de gagner du temps et de travailler sur ces sujets-là. Ouais. Les usines de méthanisation. Exactement, ouais. Elles sont situées où exactement? Là, pour la partie de Toulouse, elle est à 40 km de Toulouse. Donc l'idée, c'est d'éviter d'envoyer les déchets à 300-200 km pour se faire traiter. Donc là, l'usine est à 40 km de Toulouse, en partant vers l'est, pardon, si vraiment vous voulez être très précis. Voilà, tout simplement. On ne saura pas où exactement. Non. Ah, je peux le dire, ça s'appelle Villefranche en Bel-Estat. Mais effectivement, les méthaniseurs sont des usines qui nécessitent d'être installées loin des populations. Et donc c'est pour ça que souvent c'est dans des petits villages, ou à proximité de petits villages. Voilà. Très très bien. Et chez Phoenix, qu'est-ce qu'on met en place? Alors j'ai l'impression que peut-être tout est numérique chez Phoenix. À la base, non. Mais non, on a en cours. Moi, je vais me focaliser plutôt sur la partie grande distribution. Alors, du coup, ça va rejoindre un peu ce que disait mon voisin. Bernard, pardon. Parce qu'on a plusieurs activités chez Phoenix. J'ai expliqué, on travaille aussi bien avec les producteurs, les industriels et aussi les petits commerces. Mais moi, au quotidien, je travaille surtout avec la grande distribution, où on a tous nos services. Donc, comme ça fera un bon exemple.
Chez Phoenix, on parle de plusieurs vies du produit en fait dans le magasin. Première vie du produit, c'est le produit à 100% du prix. Donc normalement, c'est leur cœur de métier de vendre des produits à 100% du prix. Et après, quand vient la date bientôt à péremption, c'est là où on intervient, Phoenix. Premier produit qu'on propose, qui est numérique pour le coup, qui s'appelle Phoenix Date. C'est tout simplement un téléphone qui permet plus facilement de faire la rotation des dates en rayon. Aujourd'hui, la plupart font ça manuellement. Tous les jours, les employés de rayon vont regarder quand est-ce que ça arrive à date. Donc forcément, l'erreur est humaine, il y a des choses qui sont périmées, on perd beaucoup de temps et c'est pas forcément bien fait, il y a des choses à la poubelle. Donc c'est vraiment déjà en amont d'agir sur ça. Nous, notre outil il est très simple, c'est de coupler un téléphone à un calendrier où tous les matins, ils ont des alertes sur ce qui va arriver à date. Donc rien que sur ça, déjà, ils gagnent énormément de temps. Ils gagnent 4 à 5 fois plus de temps. Et ça évite d'avoir des oublis. Donc déjà, c'est d'agir en amont sur ce qui est périmé. Deuxième vie du produit, la vente en date courte. Donc là, si vous allez en supermarché, mais même dans les petits commerces, les produits qui ont 1, 2, 3 jours de date encore peuvent être remisés avec des moins 30, moins 50, moins 25%. Là, l'idée Phoenix, c'est qu'on les accompagne sur rien que l'outil, en fait. On leur propose la machine, l'étiqueteuse, l'imprimante, qui sort avec un gen code. Tout est automatique avec le pourcentage de remise, prix de vente initial, prix de vente finale, ça passe en caisse. Et ça, bizarrement, la grande distribution s'est mis un peu tard. Donc ils n'ont pas tous forcément, en fonction des enseignes, une machine qui le fait automatiquement. Certains le font manuellement. Donc déjà, c'est de perte de temps, ou on ne le fait pas, tout simplement, on ne le fait pas. Donc là, Phoenix, aussi bien la machine. Nous, notre valeur ajoutée, c'est vraiment l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne fournit pas juste la machine, c'est suivre les performances, former les équipes à savoir qu'est-ce que je stick, qu'est-ce que je stick pas, vérifier les taux de revente, les taux de stickage. L'idée, c'est qu'il y ait de moins en moins de choses ensuite à la poubelle. Donc là, c'est vraiment, on fait des stats tous les mois, notamment. Alors, il y en a qui nous demandent toutes les semaines, mais tous les mois, pour savoir qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui se vend pas. Est-ce que tel rayon a bien joué le jeu? Par exemple, le boucher va pas tout sticker. Donc, si c'est pas stické, au bout d'un moment, c'est pas vendu, c'est jeté. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'optimiser à cette étape-là. Troisième vie du produit, et ça c'est notre cœur de métier historique chez Phoenix, c'est le don aux associations. Donc on travaille en partenariat avec plus de 1500 associations au national, toutes les têtes de réseau, bien sûr, Banque Alimentaire, Restos du Cœur, Secours Populaire, mais pas que, des associations aussi très locales. Et là l'idée, c'est pas toujours simple pour eux de faire du don. Donc nous, on est là aussi pour les former et optimiser ce process-là. Donc pareil, notre valeur ajoutée, c'est d'aller en magasin, de former les équipes, leur donner un outil numérique, alors qui est assez récent là, qui s'appelle Phoenix Sign, qui a 2 volets. En fait, il y a un volet où ils vont importer tous les produits qui vont être donnés sur notre plateforme. Donc un peu comme ce que vous faites à la Banque Alimentaire, en fait, on a une plateforme où au jour le jour, on sait ce qui est donné par magasin, par association. Donc ça permet de savoir est-ce que, pareil, toujours mon boucher, est-ce qu'il a donné ce jour-là ou pas? Est-ce qu'il n'a pas donné, pourquoi? Est-ce que parce qu'il n'avait pas envie, parce qu'il n'avait pas le temps, enfin peu importe. Ça nous donne des stats aussi au jour le jour et mois par mois, et de vérifier les performances et du coup de donner des recommandations aux clients. Et il y a un autre volet qui est Phoenix Sign, c'est la signature électronique. Quand l'association vient en magasin, auparavant, fallait tout imprimer les listings de dons, imprimer les attestations de dons. Donc c'était assez chronophage et pas très écolo d'un point de vue papier. Donc ça, c'est un tout nouveau service. Ça fait un an et demi qu'on le propose maintenant au magasin, où comme quand on a un Colissimo, en fait, l'association vient récupérer la marchandise et vient signer directement sur le téléphone. Et après, dernier volet, enfin non, il y en a encore après. Mais il y en a beaucoup. En fait, l'idée, c'était, on a commencé par le don, pour vous expliquer la petite histoire, il y a 7 ans. Et on a remarqué que ça suffisait pas en fait en magasin pour plusieurs raisons. Parce que, comme vous le dites, les magasins, à un moment, ils veulent pas que donner, ils veulent vendre aussi. Donc, il y a un moment, quand tout ne passait pas par nous, on s'était dit, il y a de quoi faire pour les accompagner. L'idée, nous, c'est d'avoir un arbitrage en fait entre le stick, le don, pour éviter qu'il n'y ait plus rien au don, qu'il n'y ait plus rien à la poubelle. Parce que le don, c'est quand même un gros volume. Et comme vous dites, il y a quand même l'utilité sociale de toute façon. Et c'est obligatoire, de toute façon, pour un magasin de donner. Donc, l'idée, c'est d'avoir des services complémentaires. Et donc, le dernier service qui est le plus connu aujourd'hui, mais on a parlé rapidement tout à l'heure, mais c'est la dernière brique, en fait, en tout cas en magasin, c'est l'application Phoenix, donc qui est grand public, donc c'est pour ça que c'est le plus connu aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, ce sont des
des paniers en fait qu'on met sur une application, donc téléchargeable par tout le monde. Hein. Aujourd'hui, on a 2,5 millions d'utilisateurs au national. On n'est pas les leaders, on est deuxièmes au national. On s'est lancé il n'y a pas si longtemps finalement sur l'application, ça fait 2 ans, 2 ans et demi. Donc là, l'idée, c'est de proposer des paniers d'invendus du jour sur l'application à prix réduit où tout le monde peut y accéder. Donc des paniers à -50, -30. Donc c'est un peu différent de ce que font en magasin, c'est des paniers surprises en fait. Donc la personne achète, elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est tout un concept après, mais l'idée c'est de se dire l'association est passée le matin à 9h, j'ai encore des produits que je retrouve à J0, qu'est-ce que j'en fais à part les jeter, je vais les mettre sur le panier. Donc là, en général, c'est vraiment du complémentaire. Quand on va pas faire un magasin, on va pas faire 100 paniers par jour, c'est hyper chronophage. C'est plutôt de faire des paniers surprises de ce qui me reste en plus, quoi. Ou des paniers interdits aux dons. Ça, voilà, c'est ce qu'on propose aussi au magasin. Il y a des produits qui sont interdits aux dons. Qu'est-ce qu'il y a comme produit interdit aux dons? Il y en a pas mal. Hein. Steak haché, les coquillages. Les abats, voilà, il y a des produits comme ça qu'on ne peut pas donner. Enfin, il y a des produits aussi, par exemple, alors c'est très pointu, mais en fonction des rayons qui ne sont pas simples à donner. On peut donner, mais ce n'est pas simple, et du coup, les magasins ne veulent pas trop s'embêter. Par exemple, les rayons coupe, traiteur, le poisson, par exemple, le poisson frais, pas encore emballé, en fait. Quand c'est emballé, c'est assez simple à donner, mais quand ce n'est pas emballé, on pourrait le donner, mais ça implique... tout un process d'étiquetage et tout. Donc là, pour le coup, on peut le mettre dans le panier. On peut faire des paniers fruits de mer, des paniers rôtisseries, par exemple les poulets rôtis en général aussi, ils les donnent pas forcément. Donc dans un grand magasin, il y a énormément de typologies de produits qui font que les paniers, c'est une bonne solution pour ça. Et après, dernière brique, pour aller vraiment au bout du bout, c'est l'alimentation animale. Des produits qui ne peuvent pas être vendus, pas donnés à des associations d'aide alimentaire. Et avant le compost et avant la méthanisation. Donc il y a une dernière brique, c'est l'alimentation animale. C'est des produits qui sont un peu trop abîmés, qui sont périmés, donc DLC dépassés là pour le coup, où on fait passer nous des récepteurs animaliers. Donc ça peut être des fermes, des chasseurs, des zoos, c'est un peu plus compliqué les zoos, mais voilà, l'idée de Phoenix, c'est un peu comme les associations, c'est de trouver les récepteurs qui veulent bien venir, former les équipes au tri, de savoir qu'est-ce qui est donnable, pas donnable, de faire un suivi, traçabilité des produits. Voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Super complet, Alice. Alors, en vous écoutant, Alice, je me dis, est-ce que... Alors, et chacun, en fonction de qui vous avez en face, est-ce qu'on peut, on partait de nous tous, Français, donc je vous rappelle le chiffre, hein, si vous l'avez retenu, 150 kilos par personne et par an, c'est beaucoup, 142 milliards de louches. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire aux Français ou qu'est-ce qu'on peut dire aux intermédiaires que vous avez, vos clients? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire comme grosse action ou comme petite action tous les jours, chaque année et à votre niveau, chacun? Est-ce que vous... Bon alors Bernard, il fait Oui. là parce que il va dire sur des campagnes nationales, bien Oui, sûr, j'imagine. Et puis, je vais parler de quelque chose qui se développe de plus en plus dans les banques alimentaires, parce qu'on sait qu'il y a encore effectivement, notamment sur les fruits et légumes, beaucoup de tonnage qui partent soit à la déchetterie, soit à la méthanisation. Donc de plus en plus, les banques alimentaires créent des ateliers de transformation, c'est-à-dire qu'on transforme, souvent avec un chantier d'insertion en appui, on transforme les fruits et légumes en conserves, soupes, confitures, tous ces produits qu'on va pouvoir ensuite distribuer dans nos réseaux de distribution et qui évite là aussi pas mal de gaspillage. Alors il y a plusieurs expériences, il y a plusieurs ateliers qui tournent. Et nous, au niveau de l'Occitanie, on mène une étude pour savoir si on peut en réaliser un avec les produits du marché Saint-Charles de Perpignan, puisqu'il y a énormément de produits qui passent par ce marché Saint-Charles. Tout ce qui arrive du Maroc et d'Espagne passe obligatoirement par ce marché, plus la production des Pyrénées-Orientales. On en récupère pas mal que l'on peut distribuer. On a mis en place
tout un réseau qui nous permet de couvrir la plupart des banques alimentaires d'Occitanie. Mais on sait qu'il y a encore de la déperdition. Donc là, mais demain d'ailleurs, on a une réunion sur ce thème. On est allé voir ce qui fonctionnait à Marseille pour savoir un peu comment on allait partir. Et voilà, le projet, ça serait de transformer avant méthanisation, avant destruction, pour éviter que ça ne serve pas à l'alimentation humaine. Quelqu'un d'autre veut répondre un petit peu? Qu'est-ce que vous pouvez faire Oui, si on parlait au niveau du ménage, parce que vous l'aviez introduit comme ça tout à l'heure, Bernard, comme quoi le plus gros du gaspillage, finalement, c'est chez soi, en fait. Donc là, il y a plein de solutions qui font que, par exemple, la distribution, là, pour le coup, ça contribue entre guillemets, à 15% du gaspillage total. Les consommateurs, je crois que c'est dans les 30 ou 40%. Donc c'est 2 fois plus en termes de volume, forcément on est beaucoup plus. Et donc à ce niveau-là, il y a plusieurs choses. On en a parlé tout à l'heure rapidement, mais la différence entre DLC et DDM, ça pour moi il faudrait que tout le monde le connaisse. C'est-à-dire que manger des choses après DDM dépassé, donc des produits secs, certains du beurre, certains yaourts, du gazpacho, des choses comme ça, c'est autorisé et même il faut y aller, quoi. C'est même conseillé, il y a aucun problème pour ça, et puis c'est du bon sens. Enfin, on l'ouvre et puis on voit à quoi ça ressemble, quoi. Et après la DLC, effectivement, il peut y avoir plus de risques sanitaires et dans ce cas c'est un peu plus risqué, mais rien que ça déjà, je pense que ça enlève une grosse partie du gaspillage. Après pareil, pour les fruits et légumes, une sensibilisation du consommateur, une courgette qui est un petit peu abîmée, une courgette qui n'est pas très belle. On le voit, nous, on accompagne la grande distribution. Souvent, ce qu'ils jettent, c'est des choses totalement consommables et donc ça passe au don après. Mais du coup, c'est dommage parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà acheté chez eux et qui attendent peut-être une semaine avant de manger sa courgette. Et puis après, la courgette, elle est moche et du coup, je la jette. Donc ça, c'est dommage. Donc rien que le plus gros volume du gaspillage aujourd'hui, c'est les fruits et légumes, vraiment en volume. Et si on fait juste ça et les produits frais DLC, DDM, je pense que ça enlèvera déjà une grosse partie, quoi. Alors je pense juste qu'il doit y avoir une grosse différence entre, j'allais dire, les rats des villes et les rats des champs, parce qu'en fait, typiquement, aujourd'hui, on est à Toulouse, il y a peut-être un composteur dans le jardin royal qui est juste à côté, le jardin des plantes, pardon, mais bon, j'allais dire moi, je suis de la campagne et j'ai un composteur, effectivement, et ça part pas à la poubelle, voilà. C'est vrai que et donc ça, c'est peut-être le chiffre est peut-être beaucoup plus grand dans les villes. Ouais, ça c'est extrêmement justement, vrai. Ouais, non, mais c'est extrêmement dans vrai. les villes, Hector le collecteur. Hector le collecteur, on a plus vocation effectivement à opérer en milieu urbain, là où effectivement les espaces sont plus petits, on n'a pas forcément la possibilité d'avoir un compost dans son appartement, sur son balcon si on n'en a pas. Donc du coup, c'est pour ça que nos solutions sont très intéressantes pour le milieu urbain, parce que c'est là où on s'aperçoit que les déchets alimentaires sont le moins bien gérés finalement par rapport à la campagne où on a souvent un compost soit entre voisins, soit pour son propre potager ou ses propres plantes. Mais pour revenir sur les propos d'Alice, ce qui est vrai, c'est qu'une des premières formes de gaspillage, finalement, elle est dans le choix de ce qu'on va acheter. C'est-à-dire, on va arriver devant le rayon fruits et légumes et on va choisir forcément les plus beaux fruits ou les plus beaux légumes, et ça fait partie du coup d'une grosse cause du gaspillage. Nous, en tant que consommateurs, mais aussi au niveau achat des grandes surfaces qui sélectionnent les produits qui ont le plus de chances de vendre. Et donc, du coup, elles font déjà un premier tri sur des palettes, sur des caisses, en disant non, nous, on va prendre ces bananes-là parce qu'elles ont plus le format on est presque sûr de toutes les vendre, quoi, par rapport à celles-là où on est sûr de moins les vendre, quoi. Voilà. Simple aussi, c'est d'arrêter de toucher tous les fruits et légumes dans le rayon, parce que dès qu'ils sont un peu touchés, les gens ils les prennent pas. Alors avec le Covid, ça a été mieux déjà. Oui, c'est vrai. Mais oui, ça c'est oui. vraiment. Là, on avait créé des affiches pour nos clients. Touche pas à ma poire, touche pas pour les avocats. Alors les avocats, les melons, c'est le truc qu'on touche le plus. Et là, du coup, mais c'est sûr. Après, il y a du gâchis derrière. Les fraises aussi, c'est très fragile. Donc voilà, s'il y a déjà ça, c'est que les gens évitent de toucher à tous les fruits et légumes sans l'acheter derrière. Ça sera déjà pas mal.
Et au Drive to Nu, parce que j'allais dire, vos consommateurs, ils sont déjà peut-être tous, entre guillemets, bien éduqués, ou ils ont déjà une volonté déjà d'éviter les emballages ou de faire de recycler les emballages. Qu'est-ce que vous pouvez faire, ou qu'est-ce que vous faites, j'allais dire, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire là pour les inciter encore plus dans ces démarches? Je pense qu'il y a une solution aussi, c'est un peu la transcription de ce qu'a dit Bernard au niveau macro vers plutôt du micro dans les ménages, c'est aussi de cuisiner, de transformer, parce que c'est vrai que parfois une carotte ramollie, on n'a pas trop envie de la faire râper, mais par contre on peut la faire en rondelles ou en purée, c'est parfait. Ou dans une soupe, ouais, voilà, il y a plein de solutions. En fait, des tomates un peu laides, fripées, avec un côté qui est pas joli, parce qu'elle a été piquée par une punaise. C'est vrai que c'est pas très ragoûtant, mais en fait, on peut en faire un coulis fameux. Donc voilà, il y a plein de solutions comme ça. Ne parlons pas des potimarrons piqués. Des potimarrons piqués, n'en parlons pas, non. Mais voilà, il y a plein de choses. En fait, souvent, ça tient un peu à l'observation de ce qu'on a dans le frigo et dans le jardin, si certains ont la chance d'avoir un jardin. Mais juste ouvrir et dire, tiens, on a ça, ok, on peut faire tel mélange. C'est un peu ce que vous faites aussi. On peut faire tel poêlé ou telle soupe ou tel plat en sauce. C'est des choses qui cuisent longtemps. Donc, même si on dépassait les DDM ou parfois, je prends un risque, les DLC, ça cuit longtemps. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, on reste dans certaines mesures. Mais voilà, il y a plein de solutions comme ça qui sont liées au presque prendre le temps de faire la cuisine, mais qui est chouette aussi et qui permettent d'éviter beaucoup de gâchis et qui permettent après peut-être de maîtriser mieux ce qu'on a dans le frigo et donc de maîtriser mieux ce qu'on va acheter. Parce que bien sûr qu'on est incité. Enfin là, je parle en tant qu'ancien client du coup de la grande distrib. Quand on se balade dans un hyper, on est oh génial, j'avais pas pensé à ça, il y a une super promo dessus. Et puis après, on se retrouve avec 4 barquettes de jambon, on sait pas quoi en faire. Et on peut pas le congeler, donc on est un peu blasé. Bon, si on évite ça, déjà c'est un gros pas, quoi. Alors là, vive les assistants culinaires. Je pense que l'intelligence artificielle aussi va arriver dans les ménages, peut-être pour conseiller ceux qui font la cuisine et dire tiens, t'as 4 tranches de jambon, bah regarde, rajoute des tomates et un peu de riz et ça fait un truc super. Chez Bocal en boucle. Alors moi, je casserai un petit peu le mythe de la DLC. En fait, une DLC, il faut comprendre ce que c'est. C'est ce qu'on appelle un test au vieillissement. Et j'en parle puisque nous, on est soumis à des DLC. Une DLC, comment ça fonctionne? Quand on amène un produit en laboratoire, on lui dit ben voilà, je veux que tu me testes mon produit à 9 jours. Et un test de vieillissement, c'est en fait 2 tiers de vie du produit à température de stockage normale, 3 degrés, et 1 tiers à température dégradée. Donc ça va être 8-10 degrés. Et ça, c'est pour simuler ce qu'on appelle les ruptures de chaîne de froid. Donc soit lors des mises en rayon, lors des approvisionnements, ou vraiment un souci qui normalement ne doit pas arriver, un produit qui reste sur une table pendant 1 heure, 2 heures. Et donc ça permet d'assurer au consommateur final que dans tous les cas, son produit est consommable jusqu'à telle date. Tout ça pour dire qu'en fait, un produit qui a été fabriqué et stocké dans des conditions, on va dire, réglementaires, ben, il peut aller en réalité plus loin que sa DLC. Et je pense que tout le monde a déjà ouvert un paquet de jambon qui est arrivé à la DLC, a regardé, a dit bah non, c'est encore bon. Ben oui, c'est encore bon parce qu'il a été correctement stocké. Donc il ne faut pas forcément se dire ben ça arrivé à la DLC, je le jette. Je pense qu'il faut quand même avoir un regard critique. Alors tout le monde le fait, hein, mais pas tout le monde. Moi, j'avais des amis où j'ai même mon ado, j'ai eu du mal à lui faire comprendre que c'est pas parce que c'était à l'arrivée à la DLC qu'il fallait impérativement le mettre à la poubelle. Et ouais, les yaourts, n'en parlons pas. Un yaourt, tant qu'il n'est pas moisi, on peut le manger. Hein, donc voilà. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et pour revenir après nous à notre activité à Bocal en boucle, alors c'est un petit peu parallèle, c'est un sujet sur lequel on travaille. Aujourd'hui, on a 8 jours de DLC, ce qui fait que ce soit dans les magasins ou dans nos distributeurs, on passe généralement une fois. Et quand on repasse dans le magasin, malheureusement, les produits sont arrivés en fin de vie. Alors soit le magasin prend les devants et les passe chez des partenaires qui vont s'occuper de donner une deuxième vie au produit, soit nous, on arrive à se dégager le temps pour passer dans les distributeurs pour faire cette démarche-là. Mais c'est un petit peu juste. Et on est en train de travailler, comme je l'expliquais, on n'est ni en stérilisé ni en pasteurisé, donc on est vraiment sur une DLC serrée. On est en train de travailler pour monter cette DLC à 10 jours.
Donc 2 jours de plus, ça paraît pas grand-chose, mais c'est 2 jours qui nous permettraient, nous, vraiment dans nos distributeurs, de vraiment mettre en place ces circuits de, on va dire, de seconde vie des produits et de réfléchir aussi avec tous les magasins, éventuellement, pour nous récupérer ces produits-là et les remettre dans le circuit, puisqu'on passe toutes les semaines. Donc on est en train de réfléchir à ça. Ça, c'est pour on va dire, le court terme. Et après, on est toujours dans la démarche d'essayer de réfléchir et d'innover. Donc ce week-end, on était au CIRA. C'est un des plus gros salons d'Europe sur tout ce qui est alimentaire, pour essayer de poser des cols aux fabricants de machines et aux fabricants d'emballage. Et on s'aperçoit que dans la démarche, en réalité, on est vraiment en avance par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Parce que quand on leur dit on veut faire ça, on leur pose vraiment des cols. Et de façon à toujours rester en frais, mais à monter les DLC, d'arriver à 15 jours. Ça, c'est vrai, ce serait vraiment notre objectif ultime. Voilà. Alors, on arrive presque à la fin de cette table ronde et on va laisser une petite place quand même aux questions. Alors, d'abord, est-ce qu'il y a des questions en ligne ? Est-ce que nos internautes visiteurs du fin fond de l'Occitanie, ou on m'a dit qu'il y avait un Japonais qui nous suivait, donc posez votre question, j'espère qu'elle va arriver en temps et en heure. Est-ce qu'il y a des questions en ligne ? Il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle aujourd'hui au Quai des Savoirs ? Est-ce que vous avez été très attentifs ? Pas de questions, mais pas du tout une seule question. Bon, alors soit on les a endormis, soit on a été trop clair. Je les ai entendus rigoler tout à l'heure, donc ils ne dormaient pas. Bon, vous avez été très très clair, en tout cas. On finit. Ah oui, parce qu'il faut absolument respecter le timing, bien sûr. Est-ce que vous avez un conseil en fait, chacun et chacune, vous allez me dire, est-ce que vous avez un conseil à donner aux entreprises ou aux particuliers qui nous regardent pour être dans une démarche durable de l'anti-gaspi ? Par rapport à l'activité d'Hector et tout simplement, on parlait. C'est vrai que la seconde vie des produits, c'est plutôt, on a essayé de les vendre une fois, on essaie de les vendre une deuxième fois. On serait du coup peut-être nous dans une troisième vie, c'est-à-dire on a essayé de les vendre 2 fois et du coup il faut quand même essayer de les valoriser derrière pour éviter de les jeter en incinération. Et donc du coup simplement dire que en tant que particulier, regardez autour de vous, il y a de plus en plus de solutions qui existent pour faire quelque chose de vos déchets alimentaires. On en a cité, donc on a dit compost, il y avait Bokashi, il y a Hector le collecteur et la méthanisation. Donc pour le coup, ça devient de plus en plus large. Et pour les professionnels, c'est la même chose. On travaille énormément avec la restauration et les personnes qui produisent de la nourriture, donc qui transforment des produits. Et comme le rappelait Sylvain, il y a effectivement de la coupe, on pèle des fruits, des oranges. Donc forcément, ces déchets-là que vous avez, même si vous avez l'impression de les avoir en petite quantité, mis bout à bout sur l'ensemble des acteurs, ça fait énormément de tonnage et c'est intéressant de les mettre dans la bonne poubelle. Voilà. Oui, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que je vais laisser la parole aussi aux autres. Mais j'en ai pas beaucoup parlé, mais de l'application Phoenix, c'est un petit geste facile en tant que consommateur de récupérer des paniers d'invendus du jour, tout secteur confondu. Enfin, il peut y avoir des paniers boulangerie, traiteur, sushi, peu importe. Donc ça, c'est la petite action qu'on peut faire. C'est gratuit, l'application. Et après, pour les entreprises... là on le voit, on est plusieurs prestataires ou quoi. Je sais que c'est compliqué de se lancer tout seul et on n'a pas forcément la motivation. Et on a dit, il y a le côté social et environnemental, c'est sûr. Et il y a aussi le côté économique. Clairement, le gaspillage, ce qui est bien, ça va dans le même sens que l'environnement et le social. C'est moins on gaspille, moins on paye les poubelles. Tout va dans le même sens. Donc pour moi, c'est vraiment un levier économique pour l'entreprise et c'est quand même dommage de passer à côté, que ce soit de la production à l'industrialisation et à la distribution. De passer à côté de ça, moi je le vois quand on accompagne certains magasins, c'est hallucinant. Faut savoir qu'en grande distribution, ils ont en général 1% de rentabilité par rapport au chiffre d'affaires et 1% de casse. Donc c'est pas beaucoup. Mais à la fois, ça veut dire que dès qu'on agit sur la casse, ça agit sur la rentabilité. Donc c'est le discours commercial qu'on propose, mais en même temps, c'est vrai en fait. D'agir sur la casse, directement, ça agit sur la rentabilité. Donc il y a tout intérêt à le faire. C'est pas négligeable, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que nous, au niveau des particuliers, on n'a pas trop de... Bon, on fait des sensibilisations, notamment à la gestion des dates et surtout des DM, parce que c'est vrai que c'est un peu curieux de voir certains produits comme des
des confitures ou des biscuits secs qui ont des DDM et pour lesquels certaines personnes disent ah, non, 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 il y a une DDM, je ne prends plus. Bon, après, au niveau des entreprises, les grandes entreprises, les grandes surfaces alimentaires, elles sont de toute façon maintenant obligées, avec la loi Garot, à donner. Maintenant, c'est redescendu au commerce de 400 mètres carrés. Donc, celles-là, elles sont obligées de trouver une solution. Mais il reste les petits producteurs, petits magasins où de plus en plus, nous, on leur propose des solutions pour leur dire on peut encore éviter du gaspillage. Tout le monde est gagnant. Ils sont gagnants aussi parce que toute cette récupération que l'on fait dans des associations, eh bien, c'est défiscalisé à hauteur de 60%. Donc, pour une grande surface, il n'y a pas le prix de la déchetterie. Et il y a la défiscalisation, c'est quand même des arguments assez intéressants pour une grande surface. Mais pour les petits aussi, de plus en plus, on arrive à avoir la collaboration et la participation de plus petits donateurs. Quand on parle économie, effectivement, quand on tape dans le portefeuille, ça fait mal. Donc, c'est un bon angle. Il y a un nombre qui est édifiant puisqu'on parle d'économie. Le traitement des déchets en France, c'est 17 milliards d'euros par an que ça coûte. Voilà, c'est un joli chiffre qu'on pourrait mettre, que l'État pourrait mettre dans sans doute autre chose que le traitement si on avait moins de poubelles et qui fait qu'augmenter, ouais. Parce que là, mon chiffre, je crois que c'est 2018, donc il y a 3 ans de retard. Donc voilà, c'est limiter les poubelles, acheter moins, jeter moins ou jeter bien. Et c'est déjà, si on arrive à économiser un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu de ces 17 milliards d'euros annuels, ça ferait du bien à tout le monde, surtout en période post-crise. Bon, voilà. Sylvain ? Le temps de faire. Alors je vais m'expliquer. Par exemple, très souvent, on a tendance à aller une fois faire les courses dans la semaine. Donc, on fait des grosses courses. Très souvent, on achète des choses dont on n'a pas besoin et qui, au final, vont se perdre. Donc, il faut prendre le temps d'aller faire peut-être plus de courses et plus petits chez les bons acteurs, tant qu'à faire, pour éviter les tonnes d'emballage. Et toujours réfléchir à ce qu'on peut faire de ce qu'on a dans le frigo. On parlait des épluchures tout à l'heure, mais des épluchures et une carcasse de poulet, faites un bouillon, tout simplement. Ça prend du temps, ça prend un petit peu de temps, mais vous allez avoir un bouillon qui est super, et puis après, de toute façon, ça peut partir au biodéchet derrière. Mais vous avez réexploité le produit. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais faut prendre le temps de faire, tout simplement. Merci beaucoup. Alors, on a dépassé un petit peu le temps, on a pris un petit peu de temps. En tout cas, madame, messieurs, merci infiniment de vos témoignages. J'espère que dans le public et vous, et même tout au fond du Japon, vous avez appris plein de choses, comme moi j'ai appris énormément de choses ce matin. Écoutez, on va faire une petite pause et on va passer à la 3e table ronde sur la RSE, la traçabilité. Merci beaucoup à vous.